La diligence fit une embardée si brusque qu'Anna Snowbird faillit être éjectée de son siège. Ses mains gantées agrippèrent le vieux sac de voyage où elle gardait le peu qui lui restait, ses documents d'enseignante et une petite photo d'Arian Fire Spirit, le mari qu'elle avait enterré 3 hivers auparavant. Avant de commencer ce voyage, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. À 45 ans, il prenait un nouveau départ, se dirigeant vers l'Arizona et la promesse d'un emploi tranquille loin de Boston, loin des chuchotements polis et des regards compatissants. Une tempête approche, murmura Naru Froststep. Le conducteur, sa voix étouffée par le crissement des roues. De la neige. Tanzura Ilana ajusta son manteau de laine. Le froid la mordait de plus en plus fort à chaque kilomètre. Il y avait 2 autres passagers dans la voiture. Relco Dust Viper, un vendeur de whisky au sourire jaunâtre qui durait trop longtemps, et un homme silencieux vêtu d'un manteau noir qui gardait son chapeau rabattu. Les yeux de Relco se posèrent sur son sac à main, puis sur la délicate bague en or à son doigt. Ce regard qui me rappelait une femme, pourquoi transportait-elle une petite bouteille de Ringer Culture dans sa botte? Dehors, le désert avait pris la couleur du fer. Les mesquites et les branches sèches ployaient sous un vent qui hurlait comme un esprit agité. Ayana essaya de retenir sa voix. Combien de temps jusqu'à la prochaine gare? Environ 10 miles. On va y arriver, cria le conducteur. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'il se mit à neiger. Pas la neige douce qu'elle connaissait dans Nouvelle-Angleterre, mais une grêle acérée et dure qui recouvrit le monde de blanc en quelques minutes. Les chevaux reniflèrent et secouèrent de la tête, formant des nuages dans l'air glacial. Puis vint un bruit qui n'appartenait pas à la tempête, un sifflement aigu suivi d'un craquement sec qui déchira la paroi de la calèche à côté de sa tête. Ayana tomba sur le plancher en bois, tandis que les coups de feu résonnaient dans le canyon. À travers la fenêtre, il aperçut des cavaliers, 5 ou peut-être 6 hommes masqués émergeant de derrière les rochers. Ils brandissaient des fusils. Tenez-vous droit et donnez tout ce que vous avez, cria l'un d'eux, la voix étouffée par un mouchoir, mais pleine de menaces. Naru Froststep tira sur les rênes, provoquant l'arrêt brutal de la diligence sur la neige. Ayana l'entendit jurer une fois avant qu'un coup de feu ne le réduise au silence. Son corps heurta le sol avec un bruit qu'il n'oublierait jamais. La porte explosa vers l'intérieur. Relco Dust Viper tituba, cherchant son portefeuille et marmonnant. L'homme silencieux leva lentement les mains, révélant une plaque ternie. Jarek Swiftclaw, agent des forces de l'ordre. Eh bien, se moqua l'un des agresseurs, un homme mince aux yeux bleus d'acier. On dirait qu'on a attrapé un chien du gouvernement, les gars. Ils l'emmenèrent en premier. Une lutte, un craquement effrayant. Puis le silence. Relco fut le suivant à promettre de l'argent, s'il le laissait en vie. Ils lui prirent son argent, sa montre, ses bottes, et ils le jetèrent face contre terre dans la neige. Ses yeux bleus étaient fixés sur elle. « Madame, dit le chef avec une fausse courtoisie, baissez-vous lentement. » Les genoux d'Ayana tremblaient tandis qu'elle obéissait. La neige lui fouettait le visage. 5 hommes l'entouraient, le visage caché, mais avec des intentions claires. « Je vous en prie, suppliai-je. Je ne suis qu'une enseignante. Je n'ai rien de valeur. C'est nous qui en décidons, répondit le chef. Enregistrez-le. Des mains rugueuses lui arrachèrent son sac, dispersant ses maigres possessions et ses certificats. Une photo de la Bible sur la neige. Ça ne vaut même pas la peine, ricana l'un d'eux. Vérifiez ses vêtements, dit un autre. Les femmes cachent des choses là où les hommes ne regardent pas. Elle n'eut pas l'occasion de dire quoi que ce soit, car ils étaient déjà en train de déchirer son manteau, puis sa lourde robe en laine. Le médaillon de sa mère se brisa contre sa poitrine, laissant une marque rouge. Ils lui ont enlevé ses bottes, ont trouvé celles de Ringer, ont ri et les ont jetées. À genoux, tremblante, à peine vêtue de sa chemise de nuit et dans l'eau, elle a murmuré entre ses dents claquantes. « S'il me laisse comme ça, le froid me tuera. » Le chef l'a regardé longuement, les yeux durs comme la glace de la rivière. « Vous avez 2 choix, madame. Une mort rapide par balle ou une mort lente dans la tempête. Que choisissez-vous? » Elle leva le menton, soutenant son regard. « Je préfère affronter le vent. » L'homme eut un rire sec. Les dames de Boston ont une âme de fer. Allons-y, les gars. Ils montèrent à cheval, emportèrent les chevaux et tout ce qui avait de la valeur, la laissant agenouillée dans la tempête grandissante,
à côté du corps sans vie de Naru Froststep et des deux hommes immobiles. Le vent rugissait entre les canons, transperçant le tissu fin collé à sa peau. Son sac était à moitié enfoui, ses affaires disparaissant sous les congères. Malgré tout, Anna Snowbird se força à se relever. Son corps tremblait, mais sa volonté ne faiblissait pas. Ses pieds étaient déjà engourdis. Chaque pas était comme traîner un poids mort. Le froid lui grattait les os, embrumant ses pensées. Mais Anna continuait d'avancer. Une station relais l'attendait 10 miles plus loin. 10 miles pouvait en sembler une éternité, mais c'était la seule direction possible. Mais elle se serra dans ses bras, s'accrochant à la dernière chaleur de son corps. Le blizzard avait dévoré le monde. La route avait disparu. La terre avait été balayée sous des vagues de blanc. Derrière lui, la diligence accidentée s'estompait. Une autre ombre engloutie par la frontière. Autrefois, elle était venue dans l'ouest pour recommencer sa vie. Aujourd'hui, il marchait vers une mort aussi immense que le ciel lui-même. Ses pieds nus laissaient une légère traînée de sang sur la neige, que le vent effaçait aussitôt. Malgré tout, elle continuait d'avancer avec une fierté obstinée, refusant de laisser ces hommes la retrouver gelée à l'endroit même où ils l'avaient abandonnée. Si je devais mourir, je le ferais debout, sans supplier. Il promit de continuer à marcher jusqu'à ce que ses jambes lâchent, et si nécessaire, il traînerait son corps, et quand il ne resterait plus rien en elle, elle se reposerait enfin, peut-être à côté d'Arian Fire Spirit, là où il l'attendait. La tempête rugissait plus fort, l'engloutissant comme si elle voulait la dévorer tout entière. Le froid était devenu une bête vivante, mordant sa peau de ses dents invisibles. Ses pieds ne semblaient plus être les siens, mais deux blocs lourds qui la maintenaient miraculeusement debout. Un chemin s'ouvrait entre les monticules. Chaque pas était un acte de volonté, chaque inspiration une petite victoire contre cet océan blanc. Le temps se dissolvait dans le vent. Des minutes ou des heures, je ne savais pas. Sa chemise de nuit collait à son corps comme un linceul glacé. Le col en dentelle qu'elle avait cousu la semaine précédente dans sa chambre de Boston lui écorchait maintenant la gorge, à chaque respiration forcée. Il trébucha sur une pierre cachée sous la neige et tomba à plat ventre. La neige frappa son visage avec un goût métallique et amer. Pendant un instant, il songea à rester là, laisser la tempête de neige la recouvrir comme une couverture. « Non », murmura-t-il à peine. Ses lèvres gercées brûlaient alors qu'elle s'asseyait, les mains tremblantes. Aaron Fire Spirit n'aurait pas voulu cela. La voix de son défunt mari lui revint dans un murmure de souvenir. Ma madone de marbre dit avec un sourire tremblant, impeignant ses mèches grises. Sculptée dans le granit de Nouvelle-Angleterre, ferme jusqu'à la fin. Ce souvenir lui faisait mal comme une étreinte, mais il la soutenait aussi. Il releva ses jambes, chancelantes comme celles d'un poulain. Le chemin avait disparu, mais elle continua, guidée plus par son instinct que par son bon sens. Ses pensées vagabondaient entre Boston et cette terre sauvage. Elle s'imagina de retour à la Beacon Hill School for Young Ladies, debout devant ses élèves. La posture des filles. La présence d'une dame parle plus fort que ses mots. L'absurdité de la phrase la fit rire d'un rire bref et brisé que le vent emporta sans pitié. La deuxième chute fut plus rapide que la première. Ses genoux se dérobèrent et il s'enfonça jusqu'à la taille dans un banc de neige. Se relever exigea tout ce qui lui restait. Ses mains, désormais presque incolores, griffèrent la glace pour le propulser vers l'avant. Des cristaux de glace se formèrent sur la dentelle de ses manches, brillant d'une beauté cruelle qui tue. Son esprit vagabonda à nouveau vers sa sœur Leia Midastar, confortablement installée dans son élégante maison de pierre rouge loin à l'est, se réchauffant près du feu. « Cet endroit n'est pas pour une femme seule », lui avait dit Leia à la gare. « Encore moins à ton âge. » Et Yana avait alors ri avec défi. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Sa coiffure soignée s'était transformée en corde glacée autour de son visage. La glace pesait sur ses cils, rendant chaque clignement difficile. Son monde rétrécissait au rythme de sa respiration, et les battements de son cœur étaient la fragile preuve qu'elle était encore en vie. À travers la tempête de neige, elle commença à voir des fantômes. Et Ryan Fire Spirit, dans ses plus beaux habits du dimanche, souriant en lui tendant la main. Sa mère, Sundown Light, jeune, l'appelant à nouveau pour le dîner. Et au lieu de la peur, il ressentit du réconfort. Ils étaient en compagnie dans leur dernière ligne droite. Les tremblements de son corps cessèrent. Au fond de lui, il comprit ce que signifiait l'abandon final du corps.
Une chaleur trompeuse commença à envahir ses membres. Une chaleur perfide qui invitait à se rendre, à s'allonger, à dormir. Il tomba à nouveau. Cette fois, il n'essaya pas de se relever, il rampait quelques pas et s'appuya contre quelque chose. Un rocher ou une bûche, il ne savait pas. Le vent s'apaisa et pour la première fois, le silence était plus fort que la tempête. « Père, » murmura la voix coincée dans sa gorge. « Entre tes mains » mais la prière s'effondra avant d'être terminée. Son esprit, autrefois ferme, commença à se défaire en fils lâche. Elle pensa aux enfants qu'elle n'enseignerait jamais dans la petite école, qui attendrait un professeur qui n'arriverait jamais. Quelqu'un se souviendrait-il de son nom? La neige commença à la recouvrir lentement, doucement, presque affectueusement. Je ne ressentais plus aucune douleur. La pensée s'évanouit dans l'obscurité. Anna Snowbird, une veuve respectable de Boston, s'évanouit dans le blanc. Une petite étincelle de vie face à l'immense indifférence de la frontière. À travers le mur de neige, il crut voir une autre illusion, une silhouette inventée par son esprit mourant pour adoucir la mort. Mais alors, la silhouette bougea. Un homme émergea de l'énorme tourbillon silencieux, marchant à travers la tempête, comme si le froid lui-même s'inclinait devant lui. À mesure qu'il s'approchait, il distingua la silhouette d'un guerrier enveloppé dans d'épaisses fourrures, la neige s'accumulant sur ses épaules comme une couronne. Ses pas étaient fermes, lents et assurés. Quand il s'arrêta devant elle, il leva les yeux et vit un visage qui semblait sculpté dans la montagne elle-même, avec des pommettes saillantes, un nez fier et des yeux aussi noirs que le ciel du désert à minuit. C'était un Patch. La vérité la frappa comme un coup de foudre. Son cœur vacilla. À Boston, j'avais entendu des histoires terribles dans les salons, des récits qui faisaient serrer leurs colliers aux dames et saisir leurs armes aux hommes. Mais cet homme n'en prit aucune. Au lieu de l'attaquer, il s'agenouilla à côté d'elle dans la neige, pliant sous son énorme poids. Ses mains bougeaient avec un calme surprenant, chaque geste était précis et mesuré. Il murmurait des mots profonds et longs comme le tonnerre lointain dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui ressemblait à l'écho des montagnes et des ravins. Puis, dans un anglais approximatif mais clair, il dit « Tu vas mourir ici, femme blanche. Non. S'il te plaît, » murmura-t-elle, sans savoir si elle demandait de la compassion, de la chaleur ou simplement une fin moins cruelle. L'Apache l'observa encore un instant, puis agit sans hésitation. Il retira la lourde cape de fourrure qu'il portait sur ses épaules et l'enroula autour du corps tremblant d'Ayanna Snowbird. La chaleur la frappa comme une flamme brûlante, presque douloureuse. La peau sentait la fumée, le pain, le désert et la montagne, tout ce que la civilisation n'avait jamais atteint. Avant qu'elle n'ait pu réagir, il la souleva avec une aisance qui la laissa sans souffle. Sa tête tomba contre sa poitrine. Là, sous les couches de cuir et de fourrure, il sentit le rythme lent et puissant du cœur de ce géant. Et alors que l'obscurité l'enveloppait à nouveau, une pensée fugace lui traversa l'esprit. Quelle douceur il y avait dans cette force. Comme toutes les histoires qu'on lui avait racontées à Boston, sur les hommes comme lui étaient fausses. Elle avait traversé la moitié d'un continent pour enseigner aux enfants, et maintenant elle était guidée par un Apache au milieu d'une tempête, le genre d'homme que son monde lui avait appris à craindre. Elle pensait que la mort serait froide, mais elle trouva chaleur et refuge dans les bras de quelqu'un que son peuple qualifiait de sauvage. La tempête de neige faisait rage. Anna Snowbird disparut, suspendue entre la vie et ce qui allait suivre. Elle ne ressentait que la chaleur des battements constants de la poitrine de cet homme et de ses pas fermes, cette marche qui l'emmenait vers une destination inconnue. Lorsqu'elle reprit conscience, ce n'était pas le froid glacial de la mort, mais l'étreinte profonde d'un feu vivant. Son corps était endolori, mais sa peau brûlait de signes de vie. Ayanna ouvrit les yeux et vit un plafond de pierre illuminé par des éclairs oranges. Il était allongé sur un lit de branches de pin recouvert de fourrure douce, plus luxueuse que tout ce qu'il avait possédé à Boston. La grande cape recouvrait toujours son corps, mais sous celle-ci, elle remarqua avec inquiétude que sa chemise de nuit glacée avait disparu, remplacée par une robe en daim chaude. La panique monta dans sa poitrine. Quelqu'un l'avait habillée, quelqu'un l'avait vue nue. Une voix grave émergea de l'ombre. « Tu te réveilles? Bien. » Il tourna la tête vers le son. L'Apache était assis en tailleur près du feu, l'alimentant calmement. Les flammes marquaient les angles de son visage,
révélant un âge sans faiblesse. 50 ans, peut-être plus, mais avec la force d'un chêne. Il ressemblait à un homme sculpté par le désert lui-même. Ses cheveux noirs striés d'argent étaient attachés avec un cordon de cuir. Il portait une culotte de cuir, une chemise de coton usée et un gilet brodé de perles qui scintillait dans la danse du feu. « Où suis-je » parvint-il à dire. « En sécurité » répondit-il, « dans une grotte. La tempête fait toujours rage dehors. » Il fit d'un signe de tête vers la peau qui recouvrait l'entrée où le vent hurlait sans discontinuer. Anna pressa la cape contre sa poitrine. « Mes vêtements sont mouillés, dit-il calmement. Les vêtements mouillés tuent, je devais te changer. » Sa voix ne tremblait pas. « Je sais comment respecter une femme. J'avais des filles. » Il fit une pause. « Jamais. » Ce dernier murmure resta lourdement suspendu dans l'air. Il se tenait debout, imposant, en silence, et versa quelque chose de chaud d'une marmite dans un bol en bois. Lorsqu'il le lui tendit, la vapeur tourbillonna entre eux. Bébé. Une tisane médicinale. Elle réveille le sang. Anna prit le bol avec des mains tremblantes. L'infusion avait un goût amer et terreux, mais la chaleur s'infiltrait profondément dans ses os. Tout en buvant, il explora la grotte du regard. Ce n'était pas seulement un abri, c'était un foyer. Les murs étaient garnis de réserves d'eau, d'herbes séchées et de peaux soigneusement empilées. Cet homme vivait là seul par choix. « Je dois vous remercier, dit-il finalement d'une voix calme. Vous m'avez sauvé la vie. » Il haussa les épaules comme si ce n'était rien. « J'ai vu une femme mourir dans la neige. Quel genre d'homme s'en va sans lui venir en aide? Même une femme blanche mérite mieux que de mourir de froid. Je m'appelle Anna Snowbird. » Il acquiesça lentement. « On m'appelle de plusieurs façons. Les soldats me disent des choses. Mon peuple m'appelait autrement autrefois. »« Comment m'appelait-il? » demanda-t-elle. Tayan Wolf Spirit répondit par un murmure. « Dans votre langue, esprit du loup. » Elle répéta le nom doucement, comme si elle le savourait sur ses lèvres. « Esprit du loup, nom de mission, » ajouta-t-il avec une pointe d'amertume. « Les prêtres me l'ont donné quand j'étais jeune. » Avant qu'il ne puisse en savoir plus, un léger sourire ironique traversa son visage. Ayana regarda les flammes, sentant ses forces revenir lentement. Pour la première fois depuis le début de la tempête, il comprit qu'il ne mourrait peut-être pas là. « Depuis combien de temps suis-je ici ?» demanda-t-il dans un murmure. Tayan ne leva pas les yeux du feu qui l'attisait. « Un coucher de soleil depuis que je t'ai amené ici. Tu dormais comme quelqu'un qui avait déjà quitté ce monde. Parfois, tu murmurais et appelais Arion. Tes joues rougirent à ce souvenir. « Mon mari, murmurais-tu. Il est parti il y a 3 ans. » Tayan Wolf Spirit ne dit rien. Il serra simplement les mâchoires tandis que la lumière du feu se reflétait dans ses yeux sombres. Son silence n'était pas froid. Le silence d'un homme qui avait déjà enterré trop de pertes était d'un profond respect. En le regardant bouger, Anna Snowbird remarqua que chacun de ses gestes avait un but précis. Rien n'était maladroit, rien n'était superflu. Chaque mouvement trahissait quelqu'un qui avait survécu uniquement grâce à son instinct et à ses compétences. « Pourquoi vivez-vous ici complètement seul ?» demanda-t-elle, avant de grimacer immédiatement. « Excusez-moi, c'était irrespectueux. » Il secoua lentement la tête. « C'est normal. Vous confiez votre vie à un inconnu. Vous devriez savoir qui je suis. » Tayan fixa les braises pendant un long moment avant de reprendre la parole. « J'avais une femme autrefois, finit-il par dire. Niley Starwater, fille d'un chef, 2 filles aussi brillantes que l'aube et un fils qui adorait les chevaux. Sa voix se brisa. Les soldats sont arrivés il y a 8 hivers. Ils ont dit que nous devions aller sur les terres du gouvernement. Nous étions un peuple pacifique, mais certains jeunes ont parlé avec fierté et les soldats sont devenus nerveux. Un coup de feu a retenti. Personne ne sait qui a commencé. Il a cassé une brindille en 2. Le craquement a résonné dans la grotte. Lorsque le feu s'est éteint, ma famille s'est endormie pour toujours. J'ai tué 3 soldats avant qu'ils ne me blessent ici, dit-il en appuyant sur son flanc. Ils m'ont laissé gisant là, mais j'ai continué à respirer. J'ai rampé, j'ai guéri, et maintenant j'attends seulement mon heure. Il baissa les yeux. Je ne suis plus Tayan, le guerrier, ni l'aigle vaillant, juste un homme qui respire alors qu'il ne devrait plus. Ayana sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Il la regarda alors, et dans ce regard sombre, elle découvrit une douleur aussi profonde que la sienne. « Toi aussi tu connais la perte, dit-il.
Je le vois quand tu dors. Tu appelles Erion comme j'appelle Nayeli. Le feu crépitait entre eux, comblant le silence qui suivit. Au bout d'un moment, elle demanda « Les hommes qui ont attaqué la diligence, tu les connais ?» Tayan serra les mâchoires. « Je les connais. Ils sont menés par Corbach Ironfang. Ils se font appeler les maraudeurs coyotes rouges. Ils volent et parfois ils tuent. » Il cracha avec amertume. « La loi ne lève pas le petit doigt. Les hommes comme eux peignent ceux à qui ils doivent de l'argent. Il est plus facile de blâmer les nôtres quand le sang coule. » Anna trembla en se souvenant de ses yeux froids derrière l'écharpe. Ils les ont emmenés. Tout murmurait. Mon argent, la Bible de ma mère, même son médaillon. Sa main se porta instinctivement à sa gorge. Les choses peuvent être remplacées, dit Tayan doucement. Pas la vie. Il se leva et prit un petit paquet qu'il lui tendit. Mange, du chevreuil séché et des galettes de mesquite. Ce n'est pas de la nourriture de Boston, mais ça te donnera de l'énergie. La viande était dure et fumée, des galettes sucrées au goût terreux. Ayana mangea lentement, essayant toujours d'accepter l'étrange réalité dans laquelle elle était tombée. Il y a 2 jours, elle était une veuve citadine en route pour un travail respectable, et maintenant elle se trouvait dans une grotte, vêtue de la robe d'une fille de Pache, partageant un feu avec un homme que son monde lui avait appris à craindre. « Cette robe, murmura-t-elle en touchant le cuir souple, je te la rendrai dès que je le pourrai. » Elle appartenait à ma fille, répondit-il d'un ton plus doux. Elle aurait ton âge aujourd'hui, peut-être 25 hivers. La robe est plus utile pour te garder en vie que pour te garder au chaud. Anna cligna des yeux. Merci, murmura-t-elle. Combien de temps la tempête va-t-elle durer? Il leva les yeux. Elle était arrivée trop tôt, trop forte. La terre est confuse. Les saisons ne savent plus où elles en sont. Pensez-vous que je pourrai marcher quand ce sera fini? Oui, l'assura-t-il. Quand le ciel s'éclaircira, je t'emmènerai à Pine Ridge. 2 jours de marche. Pine Ridge, où le conseil de Ridge avait promis un nouveau départ. Cela semblait désormais être un lointain souvenir. Que diront les gens? Quand ils découvriront qu'un Pache m'a sauvé, Tayan eut un rire sec. Ils ne me le diront pas. Pour eux, je suis un fantôme. Parfois, je soigne leurs chevaux, je fais du troc, puis je disparais. Ils préfèrent qu'il en soit ainsi, mais ils pourraient ne pas te croire. Ils diront peut-être que le froid t'a fait voir des choses, ou pire. Elle comprenait bien, une femme blanche sauvée par un Apache vêtu des habits de son peuple. Les ragots seraient destructeurs. Qu'ils parlent, dit-elle soudainement, fermement. Je connais la vérité. Vous m'avez sauvé alors que les autres m'auraient laissé mourir. Tayan la regarda longuement. Vous n'êtes pas comme les autres, dit-il finalement. La plupart ne voient qu'un sauvage. Vous voyez un homme, c'est peut-être parce que j'ai appris, murmura-t-il à Jenna Snowbird, en se souvenant des yeux cruels de Corb Ironfang, que les vrais sauvages ont souvent des visages qui nous sont trop familiers. Dehors, la tempête faisait rage contre les parois du canyon, mais à l'intérieur de la grotte, la lumière du feu adoucissait tout. 2 âmes blessées, chacune errant à sa manière, avaient trouvé une paix fragile dans l'ombre. À la tombée de la nuit, ils parlèrent à voix basse. Il lui apprit quelques mots de son peuple. Eau de vie, merci. Elle lui raconta des histoires sur les enfants qu'elle avait enseignés à Boston, et pour la première fois, Teen Wolf Spirit sourit sincèrement. Lorsque la fatigue finit par la submerger, Anna s'allongea sur les fourrures, enveloppée dans la grande cape en peau d'ours, écoutant le rythme régulier de son souffle et celui du vent qui soufflait à l'entrée. Et juste au moment où le sommeil allait l'emporter, un son la ramena à la réalité. Une mélodie grave, presque fantomatique, emplit la grotte. Tayan chantait dans sa langue, un chant qui s'enroulait autour des étincelles du feu comme de la fumée. Ce n'était pas une mélodie qu'elle connaissait, mais sa signification était, bien sûr, la tristesse, l'amour et cette force qui ne naît qu'après avoir survécu à une perte. Pour la première fois depuis la mort d'Aeon Fire Spirit, Anna ne se sentait plus seule. La tempête les avait piégés pendant 3 jours entiers. Au matin du 2e jour, elle avait retrouvé des forces dans les jambes et commença à l'aider dans les tâches quotidiennes. Trier les herbes, réparer les petits sacs en cuir, moudre les gousses de mesquite pour faire du pain. Il la regardait travailler avec une sérénité tranquille, mais avec une pointe de moquerie. « Tu travailles comme une femme du clan », remarqua-t-il avec un léger sourire.
Beaucoup de femmes blanches s'attendent à ce que quelqu'un les serve. Je n'ai jamais été du genre à rester inactive, répondit Diana en écartant les cheveux humides de son front, malgré le froid qui s'infiltrait par la porte recouverte d'une peau de bison. À Boston, on me trouvait étrange de vouloir continuer à enseigner après mon mariage. Et Rion comprenait. Il disait que Dieu m'avait donné un esprit et que je devais l'utiliser. Tayan esquissa un sourire, une rare lueur adoucissant ses traits sévères. Ton sage Arion, Maynael et Star Wars aussi. Il parlait 3 langues et tenait les comptes de troc mieux que n'importe quel script blanc. Le silence chaleureux qui suivit transforma la grotte en un foyer improvisé. Anna était surprise, captivée, le regardant réparer une bride, les mains fermes, le calme assuré. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui. Ce calme tranquille, cette autorité naturelle de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la solitude. Elle se surprit à rougir à cette pensée. « Tu as chaud ?» demanda soudain Taillant, interprétant mal le rouge qui colorait ses joues. « Parfois, la fièvre vient après la glace, n'est-ce que pas ?» dit-elle rapidement, concentrée sur la meule. « C'est juste le feu. » Cette nuit-là, alors que la neige s'accumulait dehors, ils partagèrent un autre repas simple près du feu. Taillant la surprit en lui posant des questions sur Boston, sur la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Les mots jaillirent d'elle comme une confession. Son mariage à 18 ans, les bébés qu'elle avait perdus trop tôt, la compassion étouffante qui l'avait envahie lorsqu'elle était devenue veuve. Il voulait que je reste avec ma sœur Leia Meadowstar, que j'élève leurs enfants et que je les remercie pour cela, dit-il avec amertume. Quand je leur ai dit que je partais dans l'Ouest pour enseigner, ils ont réagi comme si j'avais perdu la tête. « Tu es courageuse », affirma-t-il. Beaucoup d'hommes blancs n'osent pas marcher seuls aussi longtemps. Ou peut-être étais-je simplement stupide, Grugnot. Regarde où j'ai fini. Il secoua lentement la tête. Il t'a donné la vie, pas la mort. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Leurs regards se croisèrent au-dessus des flammes et l'atmosphère changea, devenant calme et dangereusement lourde d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Son pouls s'accéléra. C'était absurde, se dit une veuve de Boston, un guerrier apache, mais la distance entre eux semblait plus petite que jamais. C'est elle qui rompit le silence. « Parle-moi de tes enfants. » Le visage de Tan s'adoucit. Mackie Littlebrook, l'aîné, posait toujours des questions sur tout. Je voulais savoir pourquoi le ciel était bleu. Pourquoi les oiseaux volent-ils? Cloud Petal rimait, calme et forte, la meilleure cavalière du camp, même si elle n'avait que 12 hivers. Mon fils Rockin' Deerfo avait 8 ans quand il est mort. Pour lui, tout était une aventure. Même ramasser du bois pour le feu était une grande chasse. « Ils sont magnifiques », murmura-t-il à Yana. Il acquiesça lentement. Chaque jour sans eux est difficile, mais ce soir, il hésita jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Encore une fois. Ce soir, le poids est plus léger. « Tu es un bon remède, Yana Snowbird. » La façon dont il prononça son nom lentement et délibérément fit frémir quelque chose au plus profond d'elle. Tayan commença sans savoir quoi dire. Il se leva brusquement, époussetant la neige de ses épaules. « Je pense que la tempête commence à se calmer, » dit-il en s'approchant de l'entrée. Il revint avec un visage tendu. « C'est toujours mauvais. Mais j'ai vu des empreintes, des chevaux. Beaucoup se dirigent vers Pine Ridge. Il pourrait s'agir des Red Coyote Marauders ou de soldats. » Il vérifia la couverture en cuir qui servait de porte, la fixant avec une corde. « Nous sommes en sécurité ici. La neige efface nos traces, mais quand elle s'arrêtera, nous marcherons prudemment. » Cette nuit-là, Ayana ne put dormir. Le vent gémissait entre les falaises, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était sa respiration régulière à quelques pas d'elle. À Boston, une telle situation aurait ruiné la réputation de n'importe quelle femme. Ici, cependant, tout semblait s'accorder. 2 âmes hors de portée des règles du monde. Elle avait dû s'endormir, car elle se réveilla en sursaut en voyant Tan Wolf Spirit assis bien droit près du feu faible, tous les muscles en alerte. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle. « Tu criais » répondit-il à voix basse. « Les rêves te font souffrir. » Gêné, Jana Snowbird s'assit. « Désolé de t'avoir réveillé. »« Non, ne t'excuse pas, » dit-il en se rapprochant un peu. « Que vois-tu quand tu dors? »« Le froid, » admit-elle. « Parfois, je suis encore là-bas, et d'autres fois, je rêve des maraudeurs coyotes rouges, de ce qu'ils m'auraient fait si tu ne m'avais pas trouvé. » Il la regarda fixement, imperturbable.
Maintenant, tu es en sécurité. Je te donne ma parole. Tant que je respirerai, rien ne t'atteindra. Anna déglutit péniblement. Ta parole a du poids, dit-elle doucement. Tu es un homme honorable, Tyan. Je veux que tu le saches, peu importe ce que les autres pensent. Pendant un instant, il resta immobile. Puis, d'un geste si léger qu'il en était à peine perceptible, il effleura sa main avec ses doigts rugueux par-dessus leur fourrure. Un contact bref, mais plus éloquent que n'importe quel mot. Tu es la première femme blanche à me dire cela depuis la mort de ma famille. Anna tourna sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. Sa main était dure, marquée par des années de survie dans cette terre, rugueuse, mais ferme et chaude. Ils étaient stupides alors, murmura-t-elle, tous sans exception. Ce qui se passa ensuite était aussi inévitable que l'aube. Tyan se pencha vers elle, et Anna alla à sa rencontre. Leurs lèvres se frôlèrent doucement au début, un baiser timide et tremblant, né de la fin de deux vies remplies de douleur et de solitude. Mais sous ce tremblement, quelque chose de nouveau commença à s'enflammer. Lorsqu'ils se séparèrent, leur souffle était haletant. Le pouls d'Ayana était rapide et sauvage. « Je ne devrais pas, murmura-t-il, sans toutefois lâcher sa main. Tu es une femme blanche, respectable. »« Je suis une femme, l'interrompit-elle fermement. Et vous êtes un homme, c'est tout ce qui compte. Dehors, la tempête impose ses règles, mais ici, il n'y a que nous. » Il chercha son visage, le feu qui marquait les contours de son expression. « Êtes-vous sûr que votre peuple, mon peuple, m'a laissé mourir dans la neige ?» dit-elle avec force. « C'est vous qui m'avez sauvé. En 3 jours, tu m'as montré plus de gentillesse qu'eux en 3 ans. Si cela ne leur suffit pas, peut-être n'ont-ils jamais été mon peuple. » Cette fois, lorsqu'il l'embrassa, il n'y eut pas l'ombre d'un doute. Anna sentit son corps renaître véritablement pour la première fois depuis la mort d'Arian Fire Spirit. Et lorsque Tyan l'attira vers lui, elle s'abandonna sans résistance, s'émerveillant de la naturalité et de la justesse de ce geste. Ils parlèrent toute la nuit dans un murmure, entre caresses et confidences. Tyan lui raconta comment les hommes de son village courtisaient les femmes en laissant des plumes près de leur tête et en chantant au lieu de parler. Anna rit en imaginant les jeunes hommes essayant d'impressionner les fières femmes sous le ciel du désert. Elle lui raconta des histoires de Boston, de sa cour avec Aaron, des mots cachés dans les livres de cantiques, des promenades dominicales chaperonnées. « C'était un homme bon, dit Tyan sincèrement. Je l'entends dans ta voix quand tu prononces son nom. Il l'était, admit-elle, et ta Nayeli Starwer devait être extraordinaire. » Il acquiesça lentement. Elle l'était. Peut-être avons-nous tous deux eu la chance de connaître l'amour une fois. Peut-être aurons-nous la chance de le retrouver une seconde fois. Ils s'endormirent alors que l'aube commençait à filtrer par l'entrée de la grotte, blottis l'un contre l'autre, comme deux âmes redécouvrant la chaleur après avoir passé trop de temps dans le froid. La dernière pensée d'Ayana avant de s'endormir était l'incrédulité. Comment quelque chose d'aussi inattendu pouvait-il sembler si naturel? Elle était venue dans l'Ouest à la recherche d'un nouveau départ. Elle n'aurait jamais imaginé le trouver dans les bras de l'homme que son monde considérait comme un ennemi. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser, la lumière transformant les flocons de neige en diamants. À l'intérieur, 2 cœurs brisés trouvaient les premiers signes fragiles de guérison. Au matin, le monde au-delà de la grotte semblait renaître là où le vent avait autrefois hurlé. À présent, un silence blanc et éternel s'étendait. Tyan se tenait debout dans sa respiration, formait des nuages dans l'air froid. La tempête était terminée, annonça-t-il. Anna enfila ses vêtements rapiécés et une cape en fourrure qu'il avait confectionnée à sa taille, puis s'approcha de lui. La robe en dime qu'elle avait portée était soigneusement pliée. « Tu ressembles à moitié à une Apache, à moitié à une dame de Boston », plaisanta-t-il avec un sourire étrange. « Ils ne sauront pas quoi penser quand ils te verront. »« Ils penseront beaucoup de que, » répondit-elle en passant ses doigts sur le bord orné de sa cape. « Et aucune d'entre elles ne sera gentille. » Il désigna l'horizon. « Pine Ridge, c'est là-bas, 2 jours de marche, si le temps le permet. Nous camperons cette nuit et atteindrons le village demain. »« Et ensuite ?» demanda-t-elle doucement. « Ensuite, tu deviendras enseignante, » répondit-il. « Tu commenceras cette nouvelle vie que tu es venue chercher. »« Oui, bien sûr, » murmura-t-elle à Jana Snowbird. Ils se mirent en route après un petit déjeuner frugal. Tyan Wolf Spirit se déplaçait agilement dans les congères, la guidant pas à pas, lui montrant comment marcher avec des raquettes qu'il avait tissées à partir de branches et de tendons. Au début,
Elle trébuchait maladroitement comme un poulain nouveau-né, mais elle trouva rapidement son rythme. Le froid lui mordait les joues et ils s'arrêtèrent plusieurs fois pour se reposer. Pendant une pause, alors qu'ils partageaient de l'eau dans un bol en cuir, elle lui demanda « Resterez-vous à Pinège après m'avoir accompagné ?» Il secoua lentement la tête. « Le village n'est pas pour moi, il n'y a que du troc et des regards méfiants. Ma maison, c'est la grotte maintenant. » « Ça ne doit pas forcément être comme ça, dit-elle doucement. Il y a du travail en ville. L'école pourrait avoir besoin de toi. » Il ne l'interrompit pas, sa voix grave mais bienveillante. « Ce qui se passe dans la grotte reste dans la grotte. Dehors, je suis Apache, tu es Blanche. Ensemble, nous ne faisons qu'attirer davantage de problèmes. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, Tayan se raidit soudainement. Son regard se fixa sur l'horizon et la chaleur disparut de son visage. Quelque chose bougeait là-bas. « Baisse-toi, ordonna-t-il d'un ton pressant, en se cachant derrière des rochers recouverts de neige. Des cavaliers. » Elle retint son souffle. Dans le silence de l'aube, on entendait le gémissement étouffé des chevaux s'enfonçant dans la neige profonde. Des voix masculines irrégulières se rapprochaient. Tayana jeta un coup d'œil furtif, puis se cacha à nouveau. « Combien ?» murmura-t-elle. « 6, peut-être 7, marmonna-t-il, la mâchoire serrée. Certains d'entre eux ont des plaques d'identité. C'est peut-être un groupe à la recherche de quelqu'un. » Ils restèrent immobiles tandis que les hommes s'approchaient. Ayana capta des bribes de conversation portées par le vent. « Je t'avais dit qu'elle irait à Pinrich. Où d'autre une femme pourrait-elle s'enfuir? Si elle est encore en vie, cette tempête a failli nous tuer. » Un autre grommela. « Elle est en vie, répondit un autre, et cet Apache qui l'a enlevée va être pendu pour ça. » Un frisson pire que le froid parcourut Ayana. Ils étaient pourchassés. Ils pensaient que Tayan l'avait kidnappée. Elle voulut se lever pour crier, mais sa main ferme la maintint au sol. Elle ne murmura pas. « Écoutez. » Un autre homme prit la parole, plus jeune, plus sale, avec l'accent de Corback Ironfang. Il a dit que si nous la trouvions en premier, elle ne devait pas laisser de traces, laisser la loi la trouver morte et accuser l'Indien. D'une pierre deux coups. Quelqu'un rit. « Dommage, jolie femme, même si elle prend de l'âge. » D'autres rirent cruels et inhumains. « Les ordres de Corback Ironfang, dit le chef. Pas de témoins. Après 3 jours avec un sauvage, aucun homme respectable ne voudrait d'elle de toute façon. » Les voix s'estompèrent, tandis que les cavaliers continuèrent leur route à travers les congères. Taya et Ayana ne bougèrent pas jusqu'à ce que le silence règne à nouveau. Quand il se redressa enfin, son visage était comme de pierre. « Ils vont nous marier tous les deux, dit-il, les maraudeurs du Coyote Rouge et la loi ensemble. »« Mais comment peuvent-ils savoir, demanda-t-elle. Des empreintes avant la tempête, peut-être. Ou peut-être que quelqu'un m'a vu te porter, répondit-il amèrement. Peu importe, ils veulent ta mort et ils veulent me rendre coupable. Nous devons dire la vérité, insista Ayana. Je leur expliquerai tout. Il eut un rire sec et triste. Tu crois vraiment qu'ils écouteront la parole d'une seule femme blanche contre tout un groupe d'hommes blancs? J'ai déjà vu ça. La vérité n'a aucune importance quand ils ont déjà choisi quelqu'un à blâmer. À partir de ce moment, ils avancèrent avec plus de prudence, restant dans des crevasses étroites et évitant les espaces ouverts. Tayan la guidait comme une ombre, rapide, silencieux et vigilant. À la tombée de la nuit, le ciel s'embrasa de nuances orange et rose. Il la conduisit vers une petite pinède au pied d'une crête. « Nous allons camper ici, dit-il. C'est un bon abri. On pourra voir si quelqu'un s'approche. » Il alluma un feu de camp, sans fumée, qui diffusait à peine une lueur chaude. Ils s'assirent ensemble, partageant la chaleur et un peu de venaison séchée avec du pain de mesquite. « Je ne les laisserai pas te faire de mal, » dit soudain Anna. « Quand nous arriverons au village, je leur ferai comprendre. Tu m'as sauvé. Tu es un homme bon. Je leur ferai comprendre cela. » Tayan la regarda. La tristesse dans ses yeux lui serra la gorge. « Crois-tu encore en la justice ?» murmura-t-il. « C'est une belle chose, mais naïve. La justice a des visages différents pour chacun. »« Alors je viendrai avec toi, dit-elle fermement. Nous irons loin, là où personne ne pourra nous trouver. »« Où cela ?» demanda-t-il. « Tous les êtres humains sont égaux, une femme pache et une femme blanche. Il n'y a pas d'endroit sûr pour cela. » Il leva la main et lui caressa la joue du bout des doigts. « Une vie t'attend, l'école, les enfants. Je respecte cela.
Ne le gâche pas pour un homme, murmura-t-il avec cette tristesse poignante qui transperçait le cœur. Un homme comme toi, répéta Ayanna Snowbird en élevant la voix. Tu veux dire un homme qui a risqué sa vie pour sauver la mienne, qui m'a traité avec plus d'honneur que quiconque depuis la mort d'Arian Fire Spirit? Le ton de Tan Wolf Spirit se durcit. Je veux dire un homme sans famille, sans tribu, sans endroit où vivre. Un homme qui vit dans des grottes et qu'on traite de sauvage. Un homme dont le toucher ruine la réputation d'une femme blanche. Anna attrapa sa main avant qu'il ne puisse la retirer. Ton contact m'a sauvé. Ta gentillesse m'a rappelé ce que c'est que d'être en vie. Si cela me ruine, alors j'accepte d'être ruiné. Maintenant, tu le dis, répondit-il à voix basse. Ici, dans l'obscurité, mais en plein jour dans la ville, avec tous ces regards braqués sur nous. Alors je le dirai plus fort, l'interrompit-elle. Tayan, brave aigle, quel que soit le nom que tu choisis, tu es le meilleur homme que j'ai rencontré depuis Fire Spirit. Ne laisse pas les esprits étroits décider de ta valeur. Il la regarda longuement, puis la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. Tu es une femme dangereuse, murmura Anna Snowbird. Tu me fais croire à des choses impossibles. Ils restèrent ainsi tandis que le feu s'éteignait en braise, sachant que l'aube exigerait des décisions qu'aucun d'eux ne voulait affronter. Dehors, le monde n'avait pas de place pour ce qui était né entre eux. Quoi qu'il arrive, murmura Ayanna, blottie contre sa poitrine ces derniers jours. Ils m'ont remplacé. Je pensais que l'amour était mort avec Aaron. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Je t'en serai toujours reconnaissante. Tayan la serra encore plus fort dans ses bras. Tu m'as changé aussi. Tu me rappelles de l'espoir. C'est un cadeau dangereux, mais magnifique. Cette nuit-là, ils dormirent par roulement, montant la garde sous les pins qui murmuraient dans le vent. Anna s'endormit appuyée contre son épaule, rêvant d'un monde où une veuve de Boston et un guerrier apache marchaient ensemble sous le ciel ouvert, sans peur ni honte. Un rêve idiot, peut-être, mais qui valait la peine d'être conservé. Ce matin-là, la douce lumière arriva trop tôt, se répandant sur la neige comme un jugement inévitable. Pin n'était plus qu'à quelques heures de route, alors qu'ils rangeaient leur petit campement, Tayan lui prit de la main. « Quand nous arriverons à l'entrée de la ville, dit-il doucement, tu ferais mieux d'y aller seul. Dis-leur que tu as trouvé un abri, que tu as survécu à la tempête. Ne me mentionne pas. » Elle ne répondit pas fermement. « Je ne vais pas mentir à ton sujet. Je ne vais pas effacer ce que tu as fait. Alors ils me prendront, rétorqua-t-il. Kidnapping et pire encore. Tu sais comment ça marche. » Ayanna hésita. Les mots tremblèrent dans sa bouche avant qu'elle ne s'enfuit. Presque sans réfléchir, Talon. Et si nous n'allions pas à Pine Ridge? Et si nous allions au Mexique, en Californie, quelque part où personne ne connaît nos noms? Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse qui faisait mal. « Tu parles comme une femme amoureuse, murmura-t-il. Mais l'amour ne suffit pas pour lutter contre le monde entier. Comment le sais-tu si nous n'essayons pas? S'écria-t-elle, les yeux brûlants de larmes. J'ai passé ma vie à être correcte, prudente, respectable, et cela m'a presque coûté la vie, seule dans la neige. Il est peut-être temps d'arrêter d'être raisonnable. Tayan posa son front contre le sien. Nous irons à Pine Ridge, décida-t-il finalement. Nous verrons ce qui nous y attend, puis nous déciderons. Tu as peut-être raison. Il est peut-être temps de se raccrocher à un espoir fou. Ils marchèrent ensemble dans la lumière de l'aube, leurs mains entrelacées malgré tout ce qui les attendait, le danger, les préjugés, l'impossible. Dans l'après-midi, Pine Ridge apparut au loin, un nuage de fumée et des toits en bois rompant l'infinité blanche. Du haut de la colline, Tayan s'arrêta. « Dernière chance, murmura-t-il. Tu y vas seul ou on y va ensemble? À toi de choisir. »« On y va ensemble, répondit-elle sans hésiter. Ou on n'y va pas. » Ils descendirent vers le village et bientôt, les têtes commencèrent à se tourner. Une femme leva les yeux depuis son porche, paralysée. Un homme près de sa charrette chercha son fusil. Lorsqu'ils atteignirent la rue principale, la moitié de la ville s'était déjà rassemblée, murmurant comme un essaim irrité. « Ça y est !» cria une voix. Relco Das Viper, le vendeur d'alcool ambulant, apparut, la tête bandée et les yeux remplis de venin. C'est cette femme et c'est le sauvage qui l'a emmenée. Les murmures s'amplifièrent, alimentés par la suspicion et la peur. Anna fit un pas en avant, le menton levé.
Monsieur Dust Viper se trompe, déclara-t-elle clairement. Cet homme m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais morte dans la tempête. Vous sauvez, cracha Relko. Il nous a volés. Il a laissé le conducteur gisant là comme un chien. Et maintenant, il joue les héros avec sa propre victime. J'ai déjà vu ça. La foule s'écarta lorsqu'un homme grand, aux cheveux argentés et au sourire politique, s'avança. « Je suis Macto Gray Crown, maire de Pine Ridge », annonça-t-il avec un calme calculé. « Madame, vous êtes blessée. Cet homme vous a fait du mal. »« Au contraire, » répondit Diana, la voix tremblante mais ferme. « Il m'a trouvée presque morte. Il m'a emmenée à l'abri. Il s'est occupé de moi avec respect. » Les yeux froids du maire passèrent d'elle à Taillon, puis à ses mains jointes, son expression se durcit. « Et pendant ces 3 jours de soins, étiez-vous seul? »« Oui, » répondit-elle en levant encore plus le menton. « Et grâce à cela, je suis encore en vie. »« En vie, oui, père, mais ruinée, » cria quelqu'un dans la foule. « Une femme respectable. Jamais. »« Ça suffit, » interrompit une voix sévère. Le shérif Hacken Redstone, endurci par les années et l'air sévère, s'avança, son insigne brillant dans la lumière hivernale. « Madame, je vais devoir vous poser quelques questions. »« Et vous? » Son regard se posa sur Taillon Wolf Spirit. « Ne bougez pas. Shérif, cela n'a aucun sens, » protesta Jonah Snowbird. Hacken leva la main pour la faire taire. Corba Ironfang et ses hommes sont arrivés à l'aube, dit-il lentement. Ils affirment avoir trouvé le conducteur de la diligence mort, les passagers dépouillés, et avoir suivi les Apaches responsables jusqu'à ce qu'ils les perdent dans la tempête. Elle plissa les yeux. Ce qui était étrange, c'est que Corback semblait trop sûr qu'il s'agissait d'un acte des Apaches, alors que Relko Dust Viper était inconscient et n'avait rien pu voir. Ayanna sentit Taillon se crisper à côté d'elle. Le shérif dit fermement, « Puis-je vous raconter exactement ce qui s'est passé? » Corb Kyron Funk et ses hommes ont attaqué cette diligence. Sa voix tremblait de rage. Ils ont tué le conducteur et le pauvre adjoint qui a tenté de les arrêter. Ils ont tout pris et m'ont laissé mourir dans la neige. Taillon m'a trouvé. Odellement, cria Relko, rouge de colère. Elle est confuse, ou le sauvage l'a menacée. Alors qu'il bougeait son bras, un morceau de papier plié tomba dans la boue. Le shérif le ramassa, mais Taillon s'avança comme l'éclair, le saisissant avant que Relko ne puisse réagir et le tendant immédiatement à Hacken Redstone. Le shérif fronça encore plus les sourcils. « Eh bien, c'est intéressant. » Il brandit le papier. « Une lettre de vous, Relko, adressée à Corback Ironfang, mentionnant une veuve de Boston avec un sac lourd qui devait voyager dans la diligence d'hier. » Relko devint blanc comme neige. « Eh, ce n'est pas à moi. Votre signature y figure clairement, » rétorqua le shérif. Des murmures s'élevèrent parmi la foule. Le maire Macto Gray Crown s'avança rapidement. « Shérif, ne tirons pas de conclusions hâtives. Un bout de papier ne prouvait rien. Cela suffit pour commencer à poser des questions, » répondit Hacken. « Comme pourquoi Corback a-t-il été si prompt à accuser les Apaches? Ou pourquoi cet homme pointe-t-il du doigt la première personne qu'il voit alors qu'il était censé être inconscient? » Les murmures se transformèrent en doutes. Mais Macto n'avait pas fini. « Même si ce qu'elle dit est vrai, shérif, cela n'efface pas la honte. » Son regard froid se posa sur Ayanna. « Cette femme a passé 3 nuits seule avec un Indien. Elle est souillée. Le conseil de la vallée ne l'embauchera jamais. »« Je vais tenter ma chance avec le conseil scolaire, » rétorqua Jonah Snowbird. « J'ai la conscience tranquille. »« Votre conscience, » ricana le maire, « et l'exemple que vous donnez, une femme qui se mêle aux sauvages. » Puis Oyan prit la parole, sa voix grave tremblant comme un tonnerre lointain. « Ce sauvage a un nom. » Son regard balaya la foule. « Un nom donné par ses propres prêtres. Ce sauvage a servi d'éclaireur pour son armée. Il a combattu dans ses guerres et a perdu sa famille sous les balles de ses soldats. Pourtant, j'ai sauvé la vie de cette femme. Dites-moi, mère, qui est le vrai sauvage ici? » Macto rougit de colère. « Vous osez ?» tonna le shérif en s'interposant entre eux. « Reculez tous. » Épuisé, il se tourna vers Ayanna. « Je vous crois, madame, mais Calhoun a raison sur un point. Cette ville ne verra pas d'un bon œil ce qui existe entre vous deux. » Le bruit des sabots l'interrompit. 6 cavaliers firent éruption dans la rue principale, soulevant de la neige et de la poussière. À l'avant, bien droit sur sa selle, Corback Ironfang fixa Anna de son regard glacial. « Eh bien, regardez ça.
Vous avez retrouvé Notre-Dame disparue, ainsi que le page qui l'avait enlevée. Beau travail, shérif. Curieux, répondit sèchement Hacken Redstone. Elle raconte une autre histoire. Elle dit que vous et vos hommes avez dévalisé la diligence. Corback éclata d'un rire amer. La parole d'une femme qui a passé 3 jours seule avec un sauvage. Vous savez comment les shérifs se font manipuler. J'ai les idées parfaitement claires, dit Ayanan en élevant la voix. Je me souviens de chaque détail. Vous avez laissé tomber votre masque pendant l'attaque, Monsieur Yeon Fang. J'ai vu vos yeux bleus et la cicatrice sur votre sourcil gauche, celle que tout le monde dit que vous avez eue à Tukon au printemps dernier. L'expression de Corback se fendit. Sa main se dirigea vers son pistolet, mais le revolver du shérif était déjà pointé sur sa poitrine. « Je ne ferai pas ça, avertit Haakon. Relko a déjà parlé, et nous avons une lettre pleine de votre nom, Jake, espèce d'imbécile. »« Cupidon, Corback! Ils m'ont forcé, balbutia Relko. Tout explosa d'un coup. Corback sortit son arme et le chaos s'empara de la rue. Des coupes de feu retentirent. Les gens hurlèrent et se mirent à courir. Ayana tomba au sol, tandis que Tayon la traînait derrière un abreuvoir. Le shérif et ses adjoints ripostèrent, mais ils étaient en infériorité numérique. Tayon se déplaçait comme un esprit guerrier, son couteau brillant d'une précision mortelle. Tayon Wolf Spirit se jeta sur l'un des cavaliers qui s'était trop approché. L'homme tomba au sol dans un gémissement étouffé, mais ils étaient trop nombreux. Et Corb Ironfang avançait droit vers eux, le revolver levé. « J'ai une cible claire maintenant, » grogna Corback en visant Jana et Snowbird. Tayon ne rugit pas, se plaçant devant eux juste au moment où le coup de feu retentit. La déflagration ricocha sur les murs du saloon. Ayana hurla en voyant Tayon vaciller, le sang noircissant sa chemise, mais il ne tomba pas. Avec un son mêlant rage et douleur, il jeta son couteau. La lame vola droit et se planta dans l'épaule de Corback, le faisant basculer en arrière. Les coupes de feu continuèrent pendant quelques secondes, puis tout fut fini. Les hommes de Corback étaient soit morts, soit désarmés. Le shérif Hacken Redstone baissa son arme, la main tremblante. Tayon tomba à genoux. Ayana arriva juste à temps pour le rattraper avant qu'il ne touche le sol, appuyant sur sa blessure de ses mains tremblantes. « Non, ne t'avise pas de partir. Tu m'entends, brave aigle? Reste avec moi. » Les yeux de Tayon rencontrèrent les siens, faibles mais fermes. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Je te l'ai dit, l'huile et l'eau, reste calme et garde tes forces, » supplia-t-elle. Anna leva la tête désespérée. Que quelqu'un l'aide. Mais les gens se contentaient de regarder. Puis Macto Greycrown s'avança, la voix aussi froide que l'acier. « Laissez-le mourir. Ça fera un Apache de moins dont il faudra se soucier. » Quelque chose se brisa en Alana. Puis il se leva, les mains encore tachées de sang, et lui fit face sans hésitation. « Tu veux le laisser mourir dignement? » Sa voix tremblait de colère. « Mais le monde saura ce qui s'est réellement passé à Pine Ridge. Ils découvriront qui sont les meurtriers et comment l'honorable mère a laissé un innocent se vider de son sang devant lui. » Ayana Snowbird le dit clairement. Sa voix résonna dans toute la place, car tu savais sûrement tout de l'accord entre Corv Ironfang et ta bande. Comme c'est curieux qu'il se soit empressé de le défendre. Je me demande quel était votre rôle, Monsieur Greycrown. Macto devint violet de rage. Vous ne pouvez rien prouver. Il n'a peut-être pas tiré sur Yana en lui relevant le menton, mais je peux vous assurer que tous les journaux d'ici à San Francisco écriront sur ce qui s'est passé. Vous pensez peut-être que je suis une femme ruinée, mais je suis toujours enseignante et je sais écrire. Saji Moonrich, Macto cria vers l'arrière. Venez ici et soignez-le immédiatement. Le médecin, un vieil homme voûté au regard bienveillant, se fraya un chemin à travers la foule et s'agenouilla à côté de Tayon. « Ce garçon a sauvé mon petit-fils de la noyade il y a 2 étés, murmura-t-il. Je pense que c'est à mon tour de rembourser cette dette. » Pendant que le médecin s'affairait, Hacken Redstone tourna son regard vers Macto. « Ward, toi et moi allons avoir une très longue conversation au sujet de tes relations avec Corback Ironfang. » Puis il regarda Anna. « Et vous, madame, vous devrez faire une déposition complète. » Après cela, son regard se posa sur Tayon, qui était soigneusement installé sur une civière. Il serait préférable que ces deux-là se séparent. Cette nation oublie rapidement ses héros, mais elle n'oublie jamais un scandale. Et Anna l'entendait à peine.
La seule chose qui comptait était Taïan, pâle, ensanglanté, mais vivant. Elle le suivit jusqu'au cabinet du médecin, ignorant les murmures. Créature venimeuse qui la poursuivait. Ce n'est pas fini, cracha Macto derrière elle, d'un ton glacial et venimeux. Tu t'es fait un ennemi aujourd'hui, femme. Ayana se retourna dans l'embrasure de la porte et son regard était d'acier. Faites la queue, monsieur Grey Crown. Après tout ce que j'ai survécu, vous ne me faites pas peur le moins du monde. Puis il retourna à l'intérieur auprès de Taïan, tandis que Saki Moonrich se battait pour le sauver. La bataille pour Pine Ridge avait été remportée, mais Ayana savait très bien que le combat pour son avenir ne faisait que commencer. 3 semaines plus tard, la charrette avançait sur un chemin caillouteux et Taïan fronçait à peine les sourcils. Elle avait retrouvé ses couleurs et, même si elle bougeait encore avec précaution, ses forces revenaient et Anna tenait fermement les rênes, déjà habituée à la route après tant de jours passés à voyager ensemble. Là, dit Taïan en montrant une étroite ouverture entre les rochers. Elle dirigea la charrette vers le col et se retrouva à bout de souffle. Devant eux s'étendait une vallée cachée, verte et luxuriante, même en cette saison froide. Des peupliers scintillaient au bord d'un ruisseau limpide qui traversait le bassin et de petites colonnes de fumée s'élevaient des huttes d'adobe et de clayonnage éparpillés. « Quel est cet endroit? » murmura Ayana. « Un sanctuaire, répondit Taïan d'une voix douce. Il a été fondé il y a des années par Oren Skycore, un prêtre qui croyait que Dieu ne faisait aucune différence entre la peau et le sang. À sa mort, ses élèves ont poursuivi son œuvre. Des Apaches mexicains blancs sans domicile fixe. Tout le monde est le bienvenu ici. Alors qu'ils descendaient de la pente, des gens commencèrent à sortir pour les accueillir. Anna vit des femmes Apaches travailler aux côtés de fermiers mexicains, des enfants blancs et indigènes se courir après à la poursuite d'un poulet échappé. Pour la première fois depuis longtemps, il eut le sentiment d'entrer dans un monde qui avait enfin un sens. Une femme s'approcha de la voiture, grande, élégante, avec des cheveux argentés tressés à la manière Apache, bien qu'elle portât une simple tenue de pionnière. Taïan l'interpella d'une voix douce, le visage rayonnant. « On nous avait dit que tu étais mort. »« C'était presque le cas, » répondit-il avec un sourire fatigué. « Maria, voici Anna. Elle m'accompagne. » Les yeux sages de Juna le Whisper glissèrent de ses mains jointes à la tendresse des gestes de Taïan. Elle sourit. « Alors, bienvenue, ma fille. Tout a mis de Taïan à sa place ici. » On leur attribua donc une petite maison en adobe à la lisière du village, avec 2 pièces, un foyer crépitant et une vue sur les montagnes qui se teintaient d'or au coucher du soleil. Quand Ayana aida Taïan à entrer, il lui prit la main. « Ce n'est pas Boston, » murmura-t-il. « Ce n'est pas ce dont tu rêvais quand tu as voyagé vers l'ouest, » répondit-elle, le regard balayant cet espace modeste. « C'est mieux, c'est à nous. » Ce soir-là, Juna le Whisper les invita à dîner et Ayana écouta attentivement la femme raconter l'histoire de la vallée. Oren Sky Collier l'avait fondée 20 ans auparavant, comme un refuge pour ceux dont personne ne voulait. Après sa mort, ceux qui l'avaient sauvé avaient perpétué sa vision en cultivant la terre, en se soignant mutuellement et en survivant grâce à leur unité. « Nous n'avons pas de véritable école, » ajouta Yuna, observant Chana avec une curiosité tranquille. « Les enfants apprennent à lire avec quiconque a suffisamment de patience. »« Je m'en chargerai, » dit Ayana sans hésiter, « mais j'aurai besoin de craie et de cahiers. »« Je connais des marchands de poussière, » l'interrompit Taïan. « Ils t'apporteront tout ce dont tu as besoin. » En moins d'1 mois, Anna transforma la plus grande pièce en adobe en une école de fortune. Ses élèves avaient entre 6 et 16 ans. Ils parlaient un curieux mélange d'anglais, d'espagnol et d'apache. Elle leur enseignait tout en changeant de langue avec l'aide de Taïan et d'autres, remplissant l'espace vide de rire et de curiosité. Les enfants l'appelaient professeur Anna, et chaque matin, ils lui laissaient des fleurs sauvages. Pour la première fois depuis la mort d'Arion, Fire Spirit se sentait vivante, utile. Taïan avait également trouvé sa place. Sa connaissance des herbes le rendait indispensable en tant qu'apprenti de Saji Moonrich, et son calme empêchait les disputes avant qu'elles n'éclatent. Les gens l'appelaient à nouveau par son nom Apache, cette fois avec respect. Le printemps arriva et avec lui une mer de fleurs recouvrit la vallée. C'est alors qu'ils se marièrent 2 fois, une fois lors d'une cérémonie Pache avec les proches de Taïan, venus de la réserve voisine, et une autre fois avec un prêtre errant qui ne posa aucune question.
Ayana portait la même robe en dime qui lui avait sauvé la vie, désormais décorée de perles qu'elle avait appris à coudre sous la guidance patiente de Yuna. Tayan portait les ornements de son fier peuple, ses yeux sombres brillant au soleil. Toute la vallée fit de la fête en dansant et en riant sous des guirlandes de fleurs sauvages. La veille, sous la lune qui illuminait le canyon, Tayan demanda à voix basse, « Sais-tu ce que tu perds en m'épousant? » Ayana entrelaça ses doigts avec les siens. « Tout ce qui n'a jamais eu d'importance, répondit-il, et tout ce qui en vaudra toujours la peine. Tu ne retrouveras jamais ta place dans la société blanche de Boston. Nous devrons toujours nous méfier des hommes comme Macto Grey Crown, dit-il avec sincérité. Je sais ce à quoi tu renonces. Je le sais, répondit Jonas Snowbird, les yeux fixes dans la lumière déclinante. Mais je sais aussi ce que j'ai trouvé. Une vie dorée. Un homme que j'aime, un endroit où l'on est jugé sur son cœur et non sur sa peau. Cela vaut plus que tous les ragots de Boston. Tout n'était pas facile. Certains marchands refusaient de faire affaire avec Tayan, d'autres murmuraient des vulgarités derrière le dos d'Ayana. Une fois, une patrouille traversa la vallée à la recherche de renégats, et tout le monde retint son souffle jusqu'à ce qu'il reparte. Mais la joie l'emporta sur la peur. Ayana regarda ses jeunes élèves s'épanouir, écrivant leurs premiers mots avec la même étincelle qu'elle avait vue chez ses anciens élèves de Boston. Ils échangeaient des œufs et des légumes contre des romans usés ou des livres de prière, créant petit à petit une petite bibliothèque. Tayan lui apprit à lire le ciel. Quel nuage annonçait la pluie? Quelle racine apaisait la fièvre? Quelle cloche il fallait éviter? Le soir, elle lisait à haute voix près du feu des histoires qui unissaient en deux mondes. Un après-midi, après les cours, elle trouva Tayan qui l'attendait à la porte. Son expression était sombre. Qu'y a-t-il? Il lui tendit une lettre froissée envoyée par Pinage, signée par Hawken Redstone. Ayana la lut rapidement, le visage durci. Macto Grey Crown avait été arrêté pour avoir aidé les Red Coyotes à Marauders, mais il s'était échappé. Selon les rumeurs, il était parti vers le sud pour se venger. « Nous pouvons partir, dit Tayan doucement, traverser la frontière mexicaine, recommencer à zéro. » Ayana regarda autour d'elle la vallée, l'école, les enfants qui riaient dans la poussière, les montagnes baignées de rouge au coucher du soleil. Puis elle le regarda calmement. « Non, c'est ici notre maison. Ce sont nos gens. Nous ne fuirons plus. » Un lent sourire se dessina sur le visage de Tayan. « Ma femme, la courageuse de Boston, tu as toujours du granit dans la colonne vertébrale, et ma guerrière Apache se tient toujours entre moi et tout danger, » murmura-t-il en lui prenant la main. Cette nuit-là, toute la vallée se rassembla à la lumière des lanternes. La nouvelle de l'évasion de Macto se répandit rapidement, mais au lieu de susciter la peur, elle enflamma la détermination des participants. L'un après l'autre, les anciens Apaches, les fermiers mexicains et les colons blancs autrefois inconnus se levèrent, tous jurant de défendre Ainana et Tayan. « Cette vallée nous a accueillis alors que le monde nous refusait une place, » déclara une vieille femme. « Nous la défendrons. Et nous nous défendrons les uns les autres. » Plus tard, alors qu'Aina se reposait dans les bras de Tayan, elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. Elle avait quitté Boston en quête d'ordre et avait trouvé l'amour chez un homme que le monde considérait comme un ennemi, ainsi qu'un but plus grand que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Dans l'obscurité, la voix de Tayan rompit le silence. « As-tu des regrets? » demanda-t-il à voix basse à propos de la vie que tu aurais pu avoir. Anna le fit taire d'un baiser. « Je regrette seulement que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt, » murmura-t-elle. « Peut-être devions-nous tout perdre pour être prêts à vivre cela. » Au loin, un coyote hurla à la lune, et le vent souffla entre les parois du canyon comme une chanson ancienne. À l'intérieur de leur petite maison, deux âmes qui étaient autrefois arrivées brisées s'étreignirent sans crainte de ce qui pourrait arriver. 10 ans plus tard, Anna se tenait à l'entrée de sa petite école, regardant le coucher de soleil peindre les falaises d'or et de pourpre. Ses cheveux, qu'elle portait autrefois en boucle parfaite à la mode de Boston, tombaient désormais en une longue tresse, ornée de mèches argentées et attachée avec la lanière de cuir et de perles que Tayan lui avait fabriquée pour leur 5e anniversaire. « Professeur » appela Tab Bright Runner, tenant son petit cahier. « Regardez, j'ai écrit mon nom complet. » Ayana sourit en voyant son écriture ferme. « Parfait, Tabby. Ta grand-mère serait fière de toi. »
Le garçon courut vers elle et des bras chaleureux l'enlacèrent par la taille. Taillan posa son menton sur son épaule. Les 32 élèves avaient déjà déclaré fièrement: l'école devient trop petite pour nous et la vallée ne cesse de s'agrandir. Je sais, répondit-elle. Les colons de Franklin attendent un autre bébé et 2 nouvelles familles sont arrivées du Texas, murmura-t-il, faisant référence à ce qui avait commencé comme un refuge. Cela ressemble déjà à une ville. Cela pourrait être une bonne chose ou un danger. Elle comprenait son inquiétude. À mesure que leur sanctuaire prospérait, il devenait plus difficile de rester caché. Peroana avait appris à vivre dans le présent, à trouver la paix dans chaque lever de soleil, sans craindre le lendemain. Ils rentrèrent chez eux main dans la main, saluant les voisins qui les appelaient par leur nom. La méfiance qui le suivait autrefois comme une ombre s'était transformée en respect au fil des ans. Ayanna avait mis des enfants au monde, éduqué des générations, soigné les blessés. Tayan avait réglé des différends, mené des chasses et soigné des fractures. Leur maison en adobe s'était agrandie pour inclure une pièce pour ses remèdes et une autre remplie de ses livres. Mais son regard revenait toujours vers l'énorme cape en peau d'ours suspendue près de la porte, celle-là même qui lui avait sauvé la vie autrefois. « Tu te souviens ?» demanda Tayan. Chaque jour, elle répondait à une veuve de Boston, sur le point de mourir de froid, sauvée par un morceau de cape en peau d'ours et un cœur plus grand que ses montagnes. Il rit de ce son grave et étrange qu'elle chérissait encore. « Ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu, dis-je. J'étais un mort-vivant. Tu ne m'aurais tout simplement pas laissé rester comme ça. » Ils préparèrent le dîner ensemble comme ils le faisaient depuis des années, calmement et naturellement, comme s'ils étaient les 2 moitiés d'une même âme. Grâce à l'habileté de Tayan avec les herbes et à sa patience, les jeunes gens de la vallée venaient le consulter pour toutes sortes de maux. « Ce garçon, Talon, remarqua Tayan avec un léger sourire, a les mains d'un guérisseur. Il me rappelle mon petit garçon, mon fils, vif, serein, avec un bon cœur. » Anna lui prit la main. La douleur causée par la perte de ses enfants n'avait jamais complètement disparu, mais avec le temps, ils avaient appris à parler du passé sans que cela ne fasse trop mal. Après le dîner, ils sortirent sur la véranda. Le ciel du désert devint d'un bleu profond, tandis que les étoiles commençaient à percer l'obscurité. Puis ils aperçurent des cavaliers sur la route, des silhouettes sombres avançant lentement sous le clair de lune. Tayan se raidit, mais Ayanna reconnut celui qui était en tête. « C'est Hakon Redstone, dit-elle, surprise. Je n'avais pas eu de nouvelles de Pinnerich depuis plus de 2 ans. » Le shérif mit pied à terre avec la raideur de l'âge. Son insigne argenté brilla lorsqu'il ôta son chapeau. « Madame Tayan, j'espère que je ne dérange pas. »« Vous êtes toujours le bienvenu ici, shérif, » répondit Ayanna avec prudence, « même si j'avoue être intrigué par ce qui vous amène si loin au sud. » Hakon sourit avec lassitude. « Je suis venu en partie pour vous annoncer une nouvelle. Ma Grey Crown est mort. Il a tenté de braquer une banque à Tucson et un garde l'a abattu avant qu'il ait pu faire 3 pas. Il ne dérangera plus personne. » Un profond soulagement parcourut le corps d'Ayanna, comme la pluie après une sécheresse. Tayan entrelaça ses doigts avec les siens dans l'obscurité. « Et l'autre raison ?» demanda-t-il. Le shérif hésita. C'est là que ça se complique. Pine Ridge compte désormais près de 300 élèves et seulement 2 enseignants. Le conseil est désespéré. J'ai été envoyé pour trouver Madame Snowbird afin de lui proposer de reprendre son ancien poste. Il s'interrompit avant de poursuivre. Avec son salaire complet. Une maison. Je respecte. Ayanna cligna des yeux, stupéfaite. Après tout ce qui s'était passé, murmura-t-elle. Les gens oublient Yana, dit le shérif, surtout quand ils ont besoin de quelque chose. Le conseil est prêt à fermer les yeux sur son mariage non conventionnel, à condition qu'elle vienne seule, et qu'elle n'en parle pas. Pendant un long moment, seuls les grillons répondirent. Puis Ayanna eut un rire doux et sincère. « Shérif, savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? » Il fronça les sourcils, ne s'en souvenant pas. « Aujourd'hui, Tabby a écrit son nom complet, toute seule. Hier, j'ai aidé à mettre au monde la petite fille de Sarah tout en apprenant à lire à sa fille. Et demain, j'apprendrai à mes élèves plus âgés à rédiger des lettres commerciales afin qu'ils puissent négocier sans se faire avoir par les marchands de poussière. » Elle se leva et Tayan se leva avec elle. « J'ai 32 élèves qui m'appellent. Ma professeure, un mari qui me traite d'égal à égal et une communauté qui me juge sur mes actes et non sur mon sang.
Pourquoi échanger tout cela contre une ville qui ne m'aimera que si je renie qui je suis? Le shérif hésita longuement, puis acquiesça. Je m'en doutais. Je devais quand même essayer. Il mit son chapeau. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il a pris la bonne décision. Ce que vous avez construit ici est unique, a-t-il dit. Hawken Redstone est parti à cheval chez Juna le Whisper pour y passer la nuit. Anna et Tayan Wolf Spirit sont retournés sous le porche. L'air sentait les fleurs du désert qui venaient d'éclore, et une douce mélodie de guitare flottait depuis le quartier mexicain, glissant entre les maisons comme un murmure chaleureux. Des regrets? A demandé Tayan doucement, répétant la même question que quelques années auparavant. Ayana réfléchit. À Boston, elle aurait été une veuve respectable, peut-être remariée à un gentleman cherchant une mère pour ses enfants. Elle aurait eu des domestiques bien habillés et un cœur vide. Au lieu de cela, elle avait maintenant les mains calleuses, la peau bronzée, une robe rapiécée et une vie pleine de sens. Des enfants qui parlaient 3 langues, des voisins qui avaient échappé à la persécution et trouvé la paix. Un mari dont le simple contact faisait encore battre son cœur. Oui, répondit-elle finalement. Tayan se tourna vers elle, mal à l'aise. Je regrette chaque jour où j'ai vécu selon les règles des autres au lieu d'écouter. Ma propre vérité, dit-elle fermement. Je regrette chaque année où je suis restée petite, alors que j'aurais pu être courageuse. Puis elle sourit doucement. Mais surtout, je regrette que nous ne vivions pas assez longtemps pour nous aimer pendant des siècles. Tayan la serra fort dans ses bras, et tous deux contemplèrent le ciel rempli d'étoiles qui se déplaçaient lentement et éternellement au-dessus de la vallée. D'en bas, ils pouvaient encore entendre les rires des enfants, leurs voix débordantes de joie. Soudain, Tayan pointa l'est du doigt. Une traînée de lumière traversa le ciel lumineux et fugace. Les anciens disent qu'une étoile filante est l'esprit d'un guerrier qui rentre chez lui, murmura-t-il. Ou peut-être l'âme d'une enseignante qui trouve sa place. Nous sommes chez nous maintenant, chuchota Anna. Tous les deux, et elle avait raison. La tempête qui avait failli la tuer l'avait inconsciemment guidée vers le destin qui l'attendait. Pas la vie qu'elle avait prévue, mais celle qui était écrite pour elle. L'énorme cape en peau d'ours était toujours suspendue près de la porte. La fourrure était ternie par les années, mais elle restait un témoin fidèle et silencieux de son parcours. De cette nuit glaciale à cette douceur apaisante. Il resterait là pendant des décennies, tandis que la vallée se développerait, que ses élèves deviendraient enseignants, que le monde apprendrait lentement ce qu'il savait déjà, que l'amour est plus fort que la loi, que la gentillesse transcende toutes les frontières et que les chemins les plus difficiles mènent souvent là où l'on doit être. En entrant, Tayan se mit à fredonner cette vieille berceuse apache, la même qu'il avait chantée la nuit où il lui avait sauvé la vie. La voix d'Anna se joignait à la sienne, douce et régulière. Dehors, le désert respirait sous les étoiles, beau, austère, éternel, tout comme l'amour entre cette veuve de Boston et le guerrier apache, qui contre toute attente avait choisi de vivre. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à rester avec nous pour découvrir d'autres récits authentiques du Far West. Des histoires qui rendent hommage à la force, à la tendresse et à l'esprit que Dieu a insufflé à ceux qui ont ouvert la voie. Abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires et rejoignez-nous à nouveau pour ce voyage à travers des terres sauvages. Merci. Monsieur.